Et bienvenue dans la pénombre. Je vais vous raconter aujourd'hui les amis des histoires flippantes de survivants incroyables. Deux personnes qui ont survécu à l'enfer dans les pires souffrances. Nous allons passer maintenant à l'histoire d'Owen Chase, voilà, grand survivant en mer, très grand baleinier de son époque, ce sont des choses qu'on ne dirait plus aujourd'hui, mais nous étions dans une autre époque. Pour vous remettre un peu dans le contexte de l'époque, nous sommes en 1819. Grande période de la chasse à la baleine, à l'époque elle n'était pas en voie de disparition, c'était un commerce extrêmement lucratif. Pourquoi? Parce que c'était un commerce aussi extrêmement dangereux. La graisse et l'huile de baleine étaient des mets très rares et très recherchés. Sachez que les expéditions de chasse à la baleine à l'époque duraient entre 2 et 3 ans, c'était énorme. Les grands voiliers de l'époque partaient avec leur équipage parfois à plus de 3000 km d'un port de commerce, en territoire hostile, c'est-à-dire qu'il y avait bien sûr des pirates, les nations ennemies, des îles remplies de peuples cannibales, le scorbut, la soif, le manque de nourriture en cas d'avarie. Sachez que bien sûr il n'y en a pas beaucoup qui en sont revenus vivants. Tout commence le 12 août 1819 à Nantucket, aux États-Unis, une petite île isolée du Massachusetts. Owen Chase, qui n'avait que 21 ans à l'époque, jeune matelot, décide de s'embarquer dans une expédition pendant 2 ans et demi pour chasser la baleine. Et oui, à l'époque on rigolait pas, le travail c'était difficile. Expédition de 3 navires, 3 baleiniers contenant au total 21 hommes. Il embarqua donc à bord de l'Essex. L'Essex c'était un bateau marchand converti en baleinier qui avait la réputation d'être chanceux puisqu'il avait subi plusieurs avaries, il avait toujours survécu. Départ donc le 12 août 1819 et le 14 août déjà, première catastrophe. Grosse tempête en mer, le navire est renversé par une bourrasque et chavire sur le flanc. Le bateau est endommagé, l'équipage a heureusement survécu, ils arrivent à redresser le bateau et à repartir. À ce moment-là, le capitaine de l'époque a voulu annuler l'expédition et rentrer pour pouvoir réparer le bateau. Mais Owen Chase a réussi quand même à convaincre le capitaine de continuer. Ayant peur que ce chavirement au bout de 2 jours soit analysé comme un mauvais présage par l'équipage et que du coup cet équipage déserte pendant son retour à Nantucket pour les réparations, il a donc convaincu le capitaine de continuer, comme ça l'équipage n'avait pas le choix. Manque de chance dans cette expédition, le premier cachalot n'est aperçu qu'après 2 mois en mer. La chasse était très décevante, le moral de l'équipage au plus bas. Après 5 mois en mer, le bateau contourne le Cap Horn dans le sud du Chili et arrive dans le Pacifique Sud. Vers le mois de mai 1820, soit presque 10 mois d'expédition, le capitaine décide de s'éloigner des côtes pour aller dans une zone un peu plus dangereuse, réputée pour ses baleines. Pendant toute cette période s'en est suivi bien sûr des avaries, des réparations à faire dans les ports et de la capture de tortues pour le commerce puisque c'était aussi rentable mais beaucoup moins que la baleine. En octobre 1820 pour la chasse aux tortues, ils atteignirent l'île Charles. Expédition maudite, un membre de l'équipage a foutu le feu à l'île et ils ont dû repartir sans tortues. Et en novembre 1820, quelques mois après, c'est la catastrophe. Le navire se trouvait à plus de 2800 km des îles Galapagos. Totalement isolé en pleine mer, le navire repère un énorme cachalot mâle de 26 mètres de long. Il est énorme. Un cachalot mâle typique ne dépassait rarement les 20 mètres. Et là c'est la catastrophe en tentant de pêcher 3 autres baleines, parce que je rappelle qu'il y avait plusieurs bateaux. Certains bateaux ont été endommagés, ils ont donc été obligés de se regrouper pour effectuer des réparations. Et c'est là que le cachalot mâle, au comportement totalement inhabituel, puisque ça ne ressemble pas au comportement des cachalots, est devenu complètement fou. Il s'est mis à attaquer l'Essex, donc le gros bateau principal dont on parlait au début, où se trouvait donc notre survivant Owen Chase, et il s'est acharné sur le bateau sans relâche jusqu'à le faire chavirer. Et je cite donc le récit d'Owen Chase avec une fureur et une vengeance décuplées, frappant l'arc du navire et causant des dégâts catastrophiques avant de disparaître. Et petite parenthèse, sachez que son récit a inspiré le livre Moby Dick. Avant de continuer l'histoire, quelle est la théorie pour expliquer ce qui s'est passé? L'hypothèse émise était que le martèlement du bateau émettait des clics similaires à un mâle qui était sur son territoire, et que cette baleine énorme très agressive a voulu défendre son territoire en attaquant le bateau en pensant que c'était un mâle. Réalisant que le navire était perdu, ou du moins voué à l'échec, le capitaine dut prendre une décision extrêmement importante pour la survie de l'équipage et de l'expédition, et il voulait se diriger au départ vers les îles Marquises qui étaient les terres les plus proches, et qui en plus donnaient l'avantage de naviguer avec le sens du vent, donc d'y être plus rapidement. Mais Owen Chase et son second, Matthew Joe, le convainquit encore une fois de changer ses plans puisque l'île Marquise était peuplée de cannibales. Ils ont donc décidé de se tourner vers les côtes du Pérou ou du Chili, qui étaient situées à plus de 7400 km. Et ce fut là peut-être une grande erreur, puisque cette direction était à la fois contre le vent et contre de forts courants. Le 22 novembre, les 3 baleiniers équipés de voiles de fortune commencèrent à faire route. À ce moment-là, le bateau contenait à peu près 2 mois de vivres pour l'équipage. Ce voyage étant très long et à contre-courant, les provisions diminuaient, les hommes étaient victimes de déshydratation, et les bateaux qui rencontraient le mauvais temps et des conditions très difficiles avaient sans cesse besoin de réparation. Le 20 décembre, après avoir parcouru 2800
1600 km, ce qui est énorme. Ils sont arrivés sur une île, ce qui pensait être l'île d'Ussy, pensant piller l'île pour se réapprovisionner en nourriture et en eau douce, mais il n'y avait pas de ressources. Et c'est à ce moment-là qu'une partie de l'équipage s'est séparée. Le Chili se trouvait à 5600 km et l'île de Pâques à 1900 km. Les hommes les plus désespérés partirent en bateau vers l'île de Pâques, une île qui était inconnue, qu'ils ne connaissaient pas, tandis que les autres, dont Owen Chase, firent route vers le Pérou. Sur cette route vers le Pérou, les premiers membres d'équipage commencèrent à mourir de déshydratation et de malnutrition. Pour survivre, les autres membres d'équipage durent les manger. Ils commencèrent tout d'abord par manger les cadavres de leurs amis morts. À cause des tempêtes, du vent et des forts courants, sachez que les bateaux ont en plus été séparés. Ils se sont perdus. Certains ont eu plus de chance puisqu'ils ont été récupérés par un navire au bout de 90 jours, et c'était apparemment le cas d'Owen Chase qui a été récupéré par le bateau British Indian après 90 jours d'avarie. Et de cannibalisme, il ne restait plus que 3 marins survivants. Et pour l'autre bateau, ça a été encore pire. Les 4 derniers survivants ont dû tirer à la courte paille pour savoir qui mangeait. Et c'est malheureusement le cousin du capitaine qui a perdu à la courte paille. Faut savoir qu'en plus il n'avait que 15-16 ans, c'était un adolescent. Le capitaine lui a bien sûr offert de prendre sa place, puisque c'était son cousin, il était jeune. Mais l'adolescent a refusé, ils l'ont donc tué et mangé. Le capitaine a donc dû manger son cousin. 5 jours plus tard, un autre membre de l'équipage qui avait donc bien mangé est aussi mort, et du coup ils ont encore mangé son cadavre, qui avait mangé le cadavre de l'autre et les autres cadavres pour pouvoir survivre. Le 23 février 1821, sur ce navire, il ne restait donc que 2 personnes qui ont eu la chance d'être sauvées et récupérées en croisant le navire Le Dauphin, navire baleinier américain. Pour la fin de l'histoire, sachez que sur les 21 personnes de départ, il n'y a eu que 8 survivants. L'histoire diffère un peu selon les versions puisqu'elle a été reprise, elle a été romancée, et elle a aussi inspiré bien sûr le livre Moby Dick. Pour la vie d'Owen Chase, sachez qu'il est reparti plusieurs fois en expédition pendant de longues expéditions. Il a eu aussi d'autres avaries et il a fini comme un grand capitaine baleinier. Et le truc qui est drôle quand vous regardez son histoire, c'est qu'à chaque fois qu'il partait 3 ans, il revenait, il avait un nouveau gosse. Et que tous les 6 ans, il revenait, sa femme mourait. Il se remariait, il repartait, il avait un nouveau gosse, sa femme mourait, il repartait, il avait 2 gosses quand il revenait et sa femme mourait. Triste époque, triste vie, mais il a survécu. Passons maintenant à une autre petite histoire bonus totalement incroyable. Nous allons aujourd'hui parler d'une femme survivante qui se nomme Vesna Vulovic. L'histoire se passe pendant la nuit le 26 janvier 1972. Vesna vient d'intégrer la Jet Airways, elle est hôtesse de l'air et vient de réaliser son plus grand rêve. Cela ne fait que quelques mois qu'elle a été acceptée et cette soirée va être incroyable, puisque ce sera la seule survivante. Avant de vous parler de l'histoire, on va essayer un peu de comprendre son parcours, puisque c'est important, ça va être pour ça qu'elle a survécu. Et sachez que cette personne a battu un record du monde que personne ne voudrait battre en situation de survie. Vesna Vulovic, née à Belgrade en 1950, son père était un homme d'affaires et sa mère, une institutrice de fitness. Mais c'est pas pour ça qu'elle a survécu. Poussée par son amour des Beatles, elle s'est rendue étudier à Londres pour apprendre l'anglais. Quelques années après, ayant vu sa meilleure amie devenir hôtesse de l'air, elle s'est pris de passion pour ce métier. Mais malheureusement, ce n'était pas gagné pour passer l'examen car elle avait un problème au niveau du cœur. Et oui, puisqu'elle souffrait d'hypotension artérielle quand le cœur bat trop lentement, et pour atteindre son rêve, c'était très difficile de pouvoir passer l'examen avec ce problème. Et sachez que ce problème, c'est peut-être bien ce qui lui a sauvé la vie au final. Petite maline, elle a donc triché en buvant 6 cafés avant l'examen pour augmenter sa tension artérielle. Et là, son rêve s'est réalisé, elle a pu être sélectionnée. Retour en 1972 lors de cette soirée incroyable et horrible. Vesna est appelée pour faire partie de l'équipage de vol du JAT 367. Vol qui reliait donc Stockholm à Belgrade en passant par Copenhague. Coïncidence dans cette histoire, la compagnie s'est trompée de personne avec une autre Vesna. Ce n'était pas elle qui aurait dû être dans cet avion. Décollage du vol le 26 janvier 72 à 15h15. Tout se passait bien, le vol était calme, tranquille. Et à 16h01, un bruit retentissant. Explosion dans le compartiment à bagages. L'avion part en morceaux, se disloque dans les airs, tout en prenant feu, et fait une chute vertigineuse de 10 160 mètres. Et s'écrase près d'un petit village en Tchécoslovaquie. Un villageois nocturne qui avait entendu un grand boom découvre l'avion et au milieu de cet avion, il y avait une personne encore en vie. Et cette personne, c'était Vesna, la seule survivante parmi les 28 passagers et membres d'équipage. Retrouvée inconsciente avec 2 jambes cassées, le bassin fracturé, le crâne fracturé, les côtes fracturées, les vertèbres fracturées, autant vous dire qu'il n'en restait pas grand chose. Elle a donc été emmenée à l'hôpital et plusieurs jours après, miraculeusement, elle est sortie du coma. Et tout le monde pensait qu'elle allait être définitivement paralysée, et en 10 mois, elle était debout. Et du coup, on va essayer de comprendre un peu comment elle a fait pour survivre. C'est une femme qui a vécu longtemps. La seule chose qui en est restée, c'est qu'elle a eu une amnésie totale pendant 1 mois précédant ce vol. Elle ne se souvenait de plus rien à partir du mois précédent l'accident. Et petite anecdote, la première chose qu'elle a fait en se réveillant, c'est de demander une cigarette. Alors, sachez que quand on lui a demandé la question de son rétablissement, pourquoi elle avait survécu, elle a déclaré que c'était grâce à un régime alimentaire spécial qu'elle avait eu pendant l'enfance, à base de chocolat, d'épinards et d'huile de poisson. Cette femme détient donc actuellement le record de la personne qui a survécu à la plus longue chute en avion. Alors, on va essayer de comprendre comment elle a survécu à
après analyse bien sûr des enquêteurs, puisqu'on est dans l'aviation, vous savez que quand il y a un crash, il y a beaucoup d'enquêtes, ils en ont tout d'abord déduit que sa position dans l'avion l'a aidé à survivre à la chute, et surtout à l'explosion, puisqu'elle était à l'arrière de l'avion dans un chariot de ravitaillement quand le fuselage s'est brisé. Elle s'est donc retrouvée bloquée à l'arrière de l'appareil pendant que certains passagers partaient dans les airs, en 1000 morceaux. Deuxième coup de chance qu'elle a eu, la partie du fuselage dans laquelle elle était s'est écrasée sur un flanc de montagne couvert d'arbres et de neige, ce qui a un peu amorti la chute. Et troisième facteur, les médecins pensent que c'est justement son hypotension qui lui a sauvé la vie, puisque sa tension artérielle très basse aurait permis d'empêcher son cœur d'exploser pendant l'impact avec la montagne. Imaginez donc les pauvres membres d'équipage qui se sont quand même retrouvés, qui ont eu la chance de survivre temporairement dans la bonne partie de l'avion, et bah dès qu'ils ont touché la montagne, leur cœur a explosé. Quelle est la morale à retenir de toute cette histoire? Et bah c'est tout simplement qu'un défaut physique en situation de survie peut vous sauver la vie. Et comme je dis toujours, un défaut peut toujours être un avantage, encore faut-il savoir trouver comment. Voilà, j'espère que ces petites histoires de survivants vous ont plu, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus pour une suite. Sachez que j'en ai encore plein en stock. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, si vous voulez voir d'autres histoires. Et petite parenthèse, technique de survie que je vous lâche comme ça. J'ai très peur de l'avion, sachez que j'ai regardé énormément de crash d'avion, ce qui est pas bon pour ma peur. Deux solutions, soit tout le monde meurt pendant le crash, soit l'avion arrive à moitié atterrir et au moins les 3/4 des personnes meurent. Sachez qu'il y a eu des survivants qui ont fait des recommandations qui n'ont jamais été tenues. Il faut savoir que quand un avion s'écrase, il y a beaucoup de morts qui sont liées au choc. Je vous explique pourquoi. Et qui vont mourir brûlés ou asphyxiés. Il y a eu un regroupement de survivants qui a émis une recommandation très intelligente qui n'a pas été tenue par les compagnies aériennes, mais je vous la dis puisque ça pourra peut-être vous sauver la vie un jour. C'était tout simplement de mettre un coussin au niveau des pieds. Ce qui se passe quand un gros avion se crash, c'est qu'avec le choc, beaucoup de gens vont se péter les jambes. Et du coup, pour ceux qui vont rester conscients, seront incapables de s'extirper de l'avion puisqu'ils auront les 2 jambes cassées. Donc si vous voyez que votre avion part un peu en couille, mettez un petit sac au niveau de vos jambes. Ça peut vous sauver la vie. Les chances sont très minimes, j'avoue, mais voilà, c'est toujours bon à connaître. Voilà, sachez que du coup je suis un grand écologiste parce que j'ai peur de l'avion, je ne voyage qu'en train. Mais c'est pas voulu. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite bien sûr de survivre en avion. Mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao.